Ton esprit choisira toujours la facilité si tu le laisses faire. La seule façon d'évoluer, c'est de l'obliger à affronter ce qui est difficile. Voilà une vérité que la plupart des gens fuient. Chaque jour, ton esprit te souffle des excuses. Il te dit de remettre les choses à plus tard, de te détendre au lieu de travailler, de choisir ce qui semble sûr plutôt que ce qui te rendra plus fort. Et si tu continues à l'écouter, tu restes bloqué exactement là où tu es. Mais lorsque tu décides de dépasser ces excuses, même de la plus petite façon, tu transformes tout. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de te prouver que tu peux agir même lorsque tu n'en as pas envie, que tu peux terminer ce que tu commences, que tu peux accomplir les choses difficiles dont la plupart des gens s'éloignent. Dans cet audiolivre, je vais te montrer comment entraîner ton esprit à obéir à tes décisions, pas à tes humeurs. Car une fois que tu maîtrises cela, il n'y a rien que tu ne puisses construire dans ta vie. Bienvenue sur Succès Livre Audio. Chapitre 1. Renforce ton mental en prouvant que l'action dirige ta vie. Ton esprit devient plus fort lorsque tu cesses de laisser les pensées et les émotions mener la danse et que tu prouves par une action constante que c'est toi qui es aux commandes. Trop de personnes passent leur existence dans leur tête à planifier, à rêver et à trop réfléchir sans jamais construire l'habitude de passer à l'acte. Elles confondent l'intention avec le progrès. Mais la vérité, c'est que seule l'action change quelque chose. Lorsque tu te montres chaque jour que l'action dirige ta vie, ton esprit commence à se remodeler. Il apprend que tes décisions ne sont pas de simples idées, mais des ordres qui doivent être respectés. C'est ainsi que se forge la force mentale. Pas par une réflexion sans fin, mais par une action répétée qui renforce qui tu es en train de devenir. Lorsque tu permets à l'hésitation de te contrôler, ton esprit s'affaiblit. Chaque fois que tu affirmes que tu vas faire quelque chose, mais que tu ne le fais pas, tu construis un schéma d'échec dans ta propre psychologie. Tu t'apprends que tes paroles ne signifient rien. Avec le temps, cela ronge la confiance en toi. Tu cesses de te faire confiance. Et lorsque tu ne te fais pas confiance, tu doutes de tout ce que tu entreprends. L'inverse se produit lorsque tu agis. Chaque fois que tu fais un pas, même modeste, tu prouves à ton cerveau que tu es fiable. Cette preuve construit la force, elle construit la confiance, elle construit l'élan. L'action est plus puissante que la motivation. Attendre l'état d'esprit parfait avant d'agir est un piège qui te maintient immobilisé. Ton cerveau trouvera constamment des raisons de retarder. Si tu veux renforcer ton esprit, tu dois inverser le scénario. Agis d'abord. Laisse tes sentiments rattraper plus tard. Une fois que tu commences, la résistance s'estompe. Une fois que tu bouges, l'énergie monte. Une fois que tu t'engages, la clarté vient. La clé est d'arrêter de te demander si tu te sens prêt et de commencer à prouver par l'action que la préparation est sans importance. Plus ton esprit devient fort, moins tu dépends de l'humeur et plus tu dépends de la discipline. Pour construire ce genre de force, tu dois t'entraîner de manière simple et concrète. Fais les choses que tu te promets immédiatement, peu importe à quel point elles semblent insignifiantes. Si tu dis que tu vas te réveiller à 6 heures, sors du lit à 6 heures sans négociation. Si tu dis que tu vas travailler pendant 1 heure, assieds-toi et commence exactement à l'heure. Si tu dis que tu vas lire 10 pages, prends le livre et tourne les pages. Chacun de ces instants peut sembler mineur, mais ce n'est pas le cas. Ce sont des dépôts dans le compte de la confiance en toi. C'est ainsi que ton cerveau apprend que l'action définit, pas les excuses. La raison pour laquelle cela fonctionne, c'est parce que ton esprit cherche sans cesse des preuves. Il se demande constamment « puis-je compter sur moi-même » ? Lorsque tu agis, tu fournis un oui. Lorsque tu hésites, tu fournis un non. Plus tu donnes de oui, plus ton esprit devient fort. Tu ne perds plus de temps à douter. Tu sais que tu peux gérer les défis parce que tu as bâti la preuve à travers action après action. C'est ainsi que des personnes ordinaires créent une force extraordinaire, pas en attendant le courage, mais en prouvant à répétition par l'action qu'elles sont capables. Considère combien de problèmes dans la vie sont aggravés par le retard. Une tâche laissée inachevée devient plus lourde, plus elle attend. Une conversation évitée devient plus délicate avec le temps.
Une responsabilité ignorée crée un stress qui s'accumule jusqu'à ce qu'il te submerge. L'action est le remède. Au moment où tu affrontes la tâche, où tu as la conversation, où tu assumes responsabilité, la pression commence à se dissiper. Ton esprit apprend que les problèmes ne se résolvent pas dans ta tête, ils se résolvent par le mouvement. Cette leçon construit la résilience parce que tu cesses de redouter les défis. Tu sais que quoi qu'il arrive, tu agiras. Un autre bénéfice de choisir l'action est qu'elle brise le cycle de la surréflexion. L'esprit humain a tendance à créer des histoires, à exagérer, à générer des peurs inutiles. Plus tu t'assieds et réfléchis, plus ces histoires deviennent enchevêtrées. L'action les traverse. Lorsque tu fais le pas, les obstacles imaginés disparaissent souvent. Tu réalises que la tâche n'était pas aussi grande que tu le pensais. La peur n'était pas aussi réelle qu'elle semblait. Le travail n'était pas aussi impossible que ton esprit insistait. La force se construit chaque fois que tu fais taire le bruit de la surréflexion avec la clarté de l'action. Pour renforcer davantage ton esprit, tu dois cesser de donner du pouvoir aux excuses. Les excuses apparaîtront toujours habillées d'un langage convaincant. Elles te diront qu'aujourd'hui n'est pas le bon jour, que tu es trop fatigué, que tu seras plus concentré demain. Si tu les suis, tu affaiblis ton muscle mental. Mais si tu les rejettes et que tu agis quand même, tu prouves que c'est toi qui commandes. Ce moment de défi est là où la croissance se produit. Tu montres à ton esprit que les excuses ne dictent pas ta vie. Tes choix le font. Il est également essentiel de mesurer le progrès, non pas par ce que tu as pensé faire, mais par ce que tu as réellement accompli. Les gens se donnent souvent du crédit pour la planification, mais la planification sans exécution est sans valeur. La force mentale se gagne dans l'exécution. À la fin de chaque journée, demande-toi quelles actions ai-je prises, pas à quoi ai-je pensé. Ce simple changement de mesure recable ton cerveau pour valoriser les résultats plutôt que l'intention. Avec le temps, tu commences à vivre par l'action naturellement parce que tu as orienté ton focus loin de la pensée magique et vers la preuve tangible. L'un des changements les plus profonds qui se produit lorsque tu laisses l'action contrôler ta vie est la transformation de l'identité. Au départ, tu peux te voir comme incohérent, fragile ou peu motivé. Mais chaque fois que tu agis, tu érodes cette ancienne identité. Tu la remplaces par une nouvelle, disciplinée, fiable, fort. L'identité ne change pas par le souhait, elle change par la preuve. Et la preuve vient de l'action. Plus tu prends d'action, plus vite l'ancienne version de toi-même s'estompe et la nouvelle émerge. Pour garder cette pratique vivante, crée des rituels quotidiens qui exigent l'action. Commence ta journée avec une tâche significative accomplie immédiatement. Cela peut être de l'exercice, de l'écriture ou du travail concentré. Achever quelque chose tôt dans la journée donne le ton. Cela dit à ton esprit que l'action contrôle le rythme de ta vie, pas l'hésitation. Puis au fur et à mesure que la journée se déroule, continue à empiler les actions. N'attends pas l'inspiration, agis, puis agis encore. Construis un rythme. Ce rythme conditionne ton cerveau à associer l'action au progrès et l'attente à la stagnation. Une autre façon puissante de renforcer ton esprit est d'embrasser délibérément les tâches auxquelles tu résistes. Plus tu évites quelque chose, plus cela gagne de pouvoir sur toi. En agissant sur les choses mêmes auxquelles tu résistes le plus, tu récupères ce pouvoir. Si tu redoutes de passer un appel, fais-le en premier. Si tu résistes à faire de l'exercice, mets tes chaussures et commence à bouger. Si tu continues à reporter un projet, ouvre-le maintenant et commence. Chaque fois que tu fais cela, ton esprit apprend que la résistance n'est pas un panneau d'arrêt. C'est simplement un signal que l'action est nécessaire. Avec le temps, cette habitude te rend incassable parce que rien ne peut te contrôler longtemps. Il est également crucial de voir comment l'action affecte l'émotion. Beaucoup de gens attendent de meilleures émotions avant de bouger, mais les émotions changent souvent après le mouvement. Pense à ce que tu ressens après avoir achevé quelque chose d'important. Tu
Tu te sens plus léger, plus fier, plus énergisé. Ce changement se produit parce que l'action remodèle ton état émotionnel. En prenant le contrôle de ton comportement, tu prends indirectement le contrôle de tes émotions. C'est ainsi que tu cesses d'être victime des sentiments et que tu commences à en être le créateur. La récompense à long terme de vivre de cette façon est la paix de l'esprit. Lorsque tu agis constamment, tu ne portes pas la culpabilité des tâches non accomplies. Tu ne vis pas avec le poids des promesses brisées. Tu termines tes journées avec satisfaction au lieu de regret. Cette paix renforce davantage ton esprit parce qu'elle élimine le drainage constant de la déception de soi. Elle crée un cycle où l'action alimente la force et la force alimente davantage d'action. Bien sûr, construire cette habitude n'est pas aisé. Tu feras face à la résistance, aux revers et aux échecs. Mais chaque fois que tu reviens à l'action après un faux pas, tu deviens plus fort. La capacité à redémarrer rapidement fait partie de la dureté mentale. Elle montre à ton esprit que les erreurs ne te définissent pas. Ton retour à l'action le fait. Cette résilience est ce qui sépare ceux qui continuent à grandir de ceux qui abandonnent. Imagine-toi dans 1 an vivant avec ce standard. Au lieu d'hésiter, tu agis. Au lieu d'attendre, tu commences. Au lieu de douter, tu fais. Ta vie semble complètement différente parce que l'écart entre la décision et l'action s'est fermé. Tu ne gaspilles plus d'énergie dans le cycle du retard et du regret. Tu vis par la preuve. Tu te fais confiance parce que tu t'es montré, à travers des milliers d'actions, que tu es en contrôle. Ce genre de force mentale est rare et c'est ce qui crée des vies extraordinaires. L'action n'est pas glamour. Elle est souvent simple, silencieuse et invisible aux autres. Mais c'est l'outil le plus puissant que tu possèdes pour renforcer ton esprit. Chaque choix d'agir, peu importe sa taille, est une séance d'entraînement. Chaque pas accompli construit le muscle de la discipline. Chaque instant où tu te montres que l'action décide de ta vie est une victoire qui façonne ton avenir. Et si tu continues à pratiquer cela jour après jour, ton esprit deviendra inébranlable. Alors arrête d'attendre la clarté, la motivation, le plan parfait. Aucun de ceux-ci ne construit la force. La force se forge au moment où tu décides et agis. C'est ainsi que tu te prouves que l'action contrôle ta vie. C'est ainsi que tu obtiens la liberté de l'hésitation. C'est ainsi que tu crées un esprit qui est dur, fiable et capable de te porter vers la vie que tu désires. La fondation solide est maintenant posée. Tu comprends que l'action est la base de tout changement. Mais cette action doit être guidée par quelque chose de plus profond. Elle doit être ancrée dans des engagements clairs que tu te fais à toi-même. C'est à travers ces promesses tenues jour après jour que tu construis une confiance indestructible en ta propre parole. Chapitre 2. Gagne sur ton esprit en respectant des promesses simples. Ton esprit observe constamment ce que tu fais. Chaque fois que tu te fais une promesse, même la plus petite, ton cerveau enregistre si tu la tiens ou si tu la brises. C'est ainsi que le respect de soi se construit ou se détruit. Si tu dis que tu vas te réveiller à une certaine heure et que tu te lèves effectivement, ton cerveau le note. Si tu dis que tu vas boire plus d'eau aujourd'hui et que tu le fais, ton cerveau te fait un peu plus confiance. Si tu promets d'achever une tâche avant la fin de la journée et que tu la complètes réellement, ton cerveau apprend que tu es fiable. D'un autre côté, lorsque tu dis une chose et en fais une autre, ton esprit commence à douter de toi. Il apprend que tes mots n'ont pas beaucoup de valeur. Et une fois que cela arrive, tu affaiblis ta propre confiance parce qu'au fond, tu sais que tu ne peux pas compter sur toi-même. La façon de gagner sur ton esprit n'est pas à travers de grandes déclarations ou des objectifs dramatiques, mais à travers des promesses simples que tu tiens. Les petits engagements faits de manière cohérente sont bien plus puissants que les ambitions démesurées qui ne se matérialisent jamais. Si tu veux reconstruire la confiance avec toi-même, commence par quelque chose de réaliste. Promets de faire ton lit chaque matin et tiens-le. Promets de lire 10 pages d'un livre et fais-le. Promets de marcher pendant 15 minutes et va jusqu'au bout. Cela peut sembler modeste, mais ces actions portent un poids considérable parce qu'elles prouvent à ton esprit que tu penses ce que tu dis. Avec le temps, cette répétition crée une nouvelle identité.
Tu commences à te voir comme quelqu'un qui va jusqu'au bout. Cette identité devient la fondation pour de plus grandes réalisations. La plupart des gens échouent non pas parce qu'ils ne peuvent pas faire des choses difficiles, mais parce qu'ils se submergent avec des promesses irréalistes. Ils jurent qu'ils vont complètement transformer leur vie du jour au lendemain. Ils fixent d'énormes objectifs sans structure, et lorsqu'ils échouent inévitablement, leur esprit perd foi en eux. La meilleure approche est la cohérence stable. Construis la discipline en te montrant des preuves à travers de petites victoires. Si tu peux te faire confiance pour les petites choses, tu peux te faire confiance pour les grandes. La confiance se construit comme un escalier, pas comme un saut. Tes promesses sont comme des contrats avec toi-même. Elles ne sont pas destinées aux autres. Ce sont les accords que tu établis en privé qui façonnent comment tu te présentes publiquement. Si tu tiens ces contrats, tu avances avec force. Si tu les brises, tu portes une honte silencieuse. Pense à quel point c'est lourd lorsque tu sais que tu as dit que tu ferais quelque chose, mais que tu ne l'as pas fait. Cette déception persiste même si personne d'autre ne le sait. Maintenant, pense à la fierté que tu ressens lorsque tu tiens un engagement. Même s'il est modeste, le sentiment de contrôle et de satisfaction est réel. C'est la psychologie que tu dois exploiter. Gagner sur ton esprit ne concerne pas la perfection. Tu manqueras parfois, mais l'objectif est de construire un schéma où tes actions correspondent à tes promesses la plupart du temps. Ce schéma construit la fiabilité, et la fiabilité construit la croyance. Lorsque tu sais que tu feras ce que tu dis, tu ne gaspilles plus d'énergie à douter de toi-même. Tu libères de l'espace mental pour te concentrer sur le progrès au lieu des excuses. C'est ainsi que l'élan est créé. Pour que cela fonctionne, tu dois garder tes promesses simples et précises. Les promesses vagues sont faciles à briser. Dire que je serai plus productif demain est trop flou. Dire que je terminerai ce rapport à midi est spécifique. Dire que je serai plus en santé cette semaine est vague. Dire que j'éviterai les sodas pendant les 7 prochains jours est clair. Plus la promesse est précise, plus il est facile de la mesurer et plus il est difficile d'y échapper. Une autre clé est de ne jamais faire de promesses excessives à toi-même. Commence par des promesses que tu sais pouvoir tenir. Il vaut mieux construire la confiance avec de petites victoires que de la détruire avec de grands échecs. Avec le temps, une fois que ton bidon est solide, tu peux t'étendre. Pense à cela comme soulever des poids. Tu ne commences pas avec la charge la plus lourde. Tu commences léger. Tu prouves que tu peux le gérer et ensuite tu augmentes graduellement. Les promesses fonctionnent de la même manière. Commence avec ce que tu peux gérer. Ajoute davantage à mesure que tu grandis. L'habitude de respecter les promesses renforce également ta capacité à résister à la tentation. Lorsque tu pratiques dire oui à la discipline et non aux excuses dans les petites choses, tu portes cette force dans des défis plus grands. Si tu t'entraînes à terminer une tâche simple avant de te détendre, tu es plus susceptible d'achever un projet important avant de procrastiner. Le petit devient pratique pour le grand. C'est ainsi que la discipline s'étend à travers ta vie. L'une des choses les plus dommageables que les gens font est de se parler de manière désinvolte. Ils disent « je le ferai demain », mais demain ne vient jamais. Ils disent « je vais réduire », mais ils ne s'engagent jamais vraiment. Chaque fois que cela arrive, ton cerveau apprend que tes mots sont vides. Tu ne peux pas te permettre de parler de manière légère des engagements. Si tu le dis, pense-le. Si tu n'as pas l'intention de le faire, ne le dis pas. Protège la valeur de tes promesses. Cette valeur est le cœur de ta relation avec toi-même. Tenir des promesses envers toi-même est aussi ce qui construit la résilience pendant les moments difficiles. Lorsque le stress, la fatigue ou le doute apparaissent, tu retombes sur tes habitudes. Si tu as construit une habitude de tenir des promesses, tu suivras même dans les périodes difficiles. Si tu ne l'as pas fait, tu t'effondreras sous la pression. C'est pourquoi la cohérence compte davantage que l'intensité. Une personne qui a constamment tenu de petites promesses est plus forte dans une crise que quelqu'un qui a brisé de grandes promesses à répétition. La force n'est pas dans la taille de la promesse,
mais dans la fiabilité du suivi. Un autre bénéfice de respecter les promesses est la clarté, l'identité. Tu cesses de te questionner sur qui tu es. Tu cesses de te demander si tu es discipliné, capable ou fort. Tu sais que tu l'es parce que tu as des preuves. Chaque petite promesse accomplie est une preuve. Cette clarté construit un type de confiance inébranlable. Tu n'as pas besoin que les autres te valident. Tu n'as pas besoin de motivation externe. Tu as la preuve en toi-même. Cette preuve est ce qui te permet de faire face à de plus grands défis sans hésitation. Pour appliquer cela de manière concrète, crée une courte liste de non négociables chaque jour. Garde-la simple. 3 à 5 petites promesses que tu tiendras quoi qu'il arrive. Ces promesses ne devraient pas dépendre de la motivation, de l'humeur ou des circonstances. Ce sont des disciplines quotidiennes qui t'ancrent. Cela pourrait être boire une quantité fixe d'eau, écrire pendant 15 minutes ou faire ton lit. Avec le temps, ces victoires quotidiennes s'accumulent en un style de vie de fiabilité. Tu n'as pas besoin de les annoncer au monde. Ce sont des victoires privées qui façonnent ton caractère. Une autre chose à comprendre est que ton esprit n'oublie pas. Si tu brises des promesses trop fréquemment, ton cerveau te rappellera tes échecs passés. Cela crée de l'hésitation et du doute de soi lorsque tu fais face à de nouveaux défis. D'un autre côté, si tu tiens des promesses de manière cohérente, ton cerveau te rappelle tes victoires passées. Cela crée de la confiance lorsque tu fais face à de nouveaux défis. Le passé soit te pèse, soit te soulève selon le schéma que tu as créé. C'est pourquoi aujourd'hui compte. Ce que tu fais aujourd'hui façonne l'histoire que ton cerveau te raconte demain. Tu remarqueras qu'à mesure que tu construis cette habitude, tes standards augmentent. Tu ne toléreras plus d'excuses de ta part. Tu n'accepteras plus d'efforts à moitié accomplis. Tu attendras la fiabilité parce que tu l'as prouvé à toi-même. Cette attente devient naturelle. Elle ne ressemble plus à de la discipline. Elle ressemble à qui tu es. C'est à ce moment que tu sais que tu as gagné sur ton esprit. Tu ne luttes plus contre lui. Tu agis simplement en alignement avec la personne que tu t'es entraîné à être. La récompense à long terme de cette pratique est la liberté. Liberté de la culpabilité, du regret, des promesses brisées. Liberté de te faire entièrement confiance. Liberté d'entreprendre des défis en sachant que tu ne reculeras pas. Cette liberté est inestimable. Elle transforme comment tu entres dans une pièce, comment tu abordes les opportunités et comment tu gères les revers. Les gens le remarquent, mais plus important encore, tu le ressens. Et tout commence avec la décision de tenir les promesses simples que tu te fais. Si tu veux transformer ta vie, ne poursuis pas les gestes dramatiques. Commence avec les plus petits engagements et tiens-les encore et encore, jour après jour. Observe comment ta confiance grandit. Regarde comment ton respect de toi s'approfondit. Constate comment ton esprit passe du doute à la croyance en toi. Ce changement est la fondation pour tout le reste. Tu gagnes sur ton esprit, non pas avec des paroles, mais avec des preuves. Et la preuve vient des promesses tenues, une petite victoire à la fois. Merci d'écouter ce résumé sur Succès Livre Audio. La suite t'attend dans la prochaine partie. Maintenant que tu as établi la confiance avec toi-même par des promesses tenues, il est temps d'élever ta discipline à un niveau supérieur. Car la véritable force ne vient pas seulement de faire ce que tu promets, mais de choisir délibérément le chemin qui te rend plus fort, même lorsque tout en toi crie de prendre la voie facile. C'est dans ce choix répété que se forge un caractère capable de supporter n'importe quel défi. Chapitre 3. Construis la discipline en te forçant à prendre des choix plus difficiles. La discipline ne se construit pas dans le confort. Elle se forge dans les moments où tu te forces à prendre le choix le plus difficile, lorsque l'option la plus facile est juste devant toi. La vie est remplie de carrefours, des petits, des grands, des quotidiens. Te réveilles-tu à l'heure ou appuies-tu sur le bouton de répétition? Manges-tu la collation rapide ou prépares-tu quelque chose de sain? T'assieds-tu pour travailler ou scrolles-tu sans fin sur ton téléphone? Chacun de ces instants peut sembler anodin, mais chaque décision entraîne ton esprit. Chaque choix dit à ton cerveau quel genre de personne tu es en train de devenir. Si tu prends l'option la plus facile assez souvent, ton esprit commence à anticiper le confort. Si tu t'entraînes à prendre le choix le plus difficile, tu construis le muscle de la discipline. La discipline est une pratique de prise de décision. Réfléchis-y.
Tu ne deviens pas soudainement discipliné parce que tu lis un livre ou entends un discours. Tu deviens discipliné en choisissant le chemin le plus difficile, encore et encore. Au départ, ton esprit résiste. Il veut ce qui procure du bien maintenant, pas ce qui apporte la croissance plus tard. L'envie d'éviter la douleur, de retarder l'effort ou de se satisfaire de la commodité est forte. Mais c'est précisément ce moment où la discipline naît. Le point où tu remarques l'option la plus facile, où tu sens son attraction et où tu te déplaces quand même dans la direction opposée. Cette décision répétée de manière cohérente est ce qui durcit ton caractère. Tu dois voir la vérité. Chaque fois que tu prends le choix le plus difficile, tu gagnes le contrôle sur toi-même. Tu reprends le pouvoir de tes impulsions. Tu cesses d'être prisonnier de l'humeur et du confort. Imagine achever ton travail même si ton corps suppliait de se reposer. Imagine dire non à la distraction lorsque chaque partie de toi voulait le soulagement de perdre du temps. Imagine faire face à un défi directement lorsque l'évitement semblait plus sûr. Ces moments peuvent te sembler modestes, mais empilés ensemble, ils deviennent une fondation qui ne peut être ébranlée. La raison pour laquelle la discipline compte autant est simple. Tes objectifs exigeront toujours du travail acharné. Tes rêves nécessiteront toujours des sacrifices. Il n'y a aucune réalisation digne d'être atteinte qui vient sans le choix le plus difficile. Et lorsque tu pratiques choisir la difficulté maintenant quand les enjeux sont modestes, tu te prépares pour les tests plus grands à venir. Si tu peux résister à l'attrait d'une heure supplémentaire de sommeil, tu peux résister à la tentation d'abandonner lorsque les choses deviennent difficiles. Si tu peux te pousser à travers un entraînement, tu peux te pousser à travers les journées épuisantes de construire quelque chose de significatif. Les petites batailles comptent parce qu'elles créent ton identité en tant que quelqu'un qui choisit la force sur la faiblesse. Mais comment entraînes-tu cette capacité ? Commence par remarquer. La discipline débute par la conscience. Fais attention au moment où tu choisis automatiquement le confort. Demande-toi quel est le choix le plus difficile en ce moment. Si c'est entre laver la vaisselle maintenant ou la laisser pour plus tard, le choix le plus difficile est clair. Si c'est entre avoir une heure productive de travail ou la passer à scroller, le choix le plus difficile est clair. Si c'est entre affronter un problème ou l'ignorer, le choix le plus difficile est clair. Une fois que tu le vois, engage-toi à le prendre. Ne te donne pas d'espace pour négocier, agis sans hésitation. L'étape suivante est d'accepter que le choix le plus difficile ne se sentira pas toujours bien au départ. Ce n'est pas censé être ainsi. C'est pourquoi on l'appelle le choix le plus difficile. Mais voici la vérité. Il ne semble difficile qu'au début. Une fois que tu passes à travers, tu découvres une force que tu ne savais pas avoir. Pense à la dernière fois où tu t'es poussé à l'action. Peut-être que c'était de l'exercice, peut-être que c'était du travail, peut-être que c'était une décision délicate. Au départ, tu as résisté. Mais une fois que tu as commencé, la résistance s'est affaiblie. La partie la plus difficile était de dépasser ton hésitation. C'est la psychologie derrière, la discipline. L'inconfort rétrécit au moment où tu t'engages à l'action. Un autre point fondamental est de construire la cohérence. La discipline ne concerne pas une décision dramatique, elle concerne des centaines de petites. La façon dont tu te portes tout au long de la journée compte davantage que n'importe quelle grande réalisation unique. Tu construis la discipline de la même manière que tu construis la force à la salle de sport, par répétition. Un choix difficile ne te transforme pas, mais un millier le feront. Et avec le temps, ton cerveau commence à l'anticiper. Tu ne luttes plus contre toi-même pendant des heures. Tu décides simplement et tu suis. Pense à quel point c'est puissant de vivre une vie où ton esprit écoute tes décisions au lieu de tes impulsions. La plupart des gens ne vivent pas cette liberté. Ils vivent à la merci de l'humeur. Ils attendent jusqu'à ce qu'ils aient envie de faire quelque chose. Mais les sentiments sont peu fiables. Discipline est la force qui annule les sentiments. Et chaque fois que tu choisis le chemin le plus difficile, tu renforces cette force. Maintenant, appliquons cela à ta vie quotidienne. Disons que tu termines le travail et que tu es épuisé. Tu as deux options.
T'effondrer sur le canapé pour le reste de la soirée ou passer 1 heure qui compte pour toi. Le choix facile te procure un confort momentané. Le choix difficile te donne la croissance. Disons que tu fais face à une décision de repas, restauration rapide ou une assiette saine que tu prépares toi-même. Le choix facile te satisfait maintenant. Le choix difficile te rend plus en santé demain. Disons que tu es confronté à un conflit. Éviter la conversation inconfortable ou la voir directement. Le choix facile garde la paix pour un instant. Le choix difficile construit l'honnêteté et le respect. Ce sont de vraies décisions auxquelles nous faisons tous face. Et chaque fois que tu te forces à prendre l'option la plus difficile, tu gagnes la discipline qui te servira dans de plus grandes batailles. Mais voici l'avertissement. Si tu choisis constamment le chemin le plus facile, tu entraînes ton esprit à attendre la faiblesse. Tu te dis que les excuses sont valides. Tu construis l'habitude d'abandonner avant même de commencer. Et cette habitude se propage dans tous les domaines de la vie. Si tu ne peux pas te faire confiance pour faire de petits sacrifices, tu ne pourras pas faire les grands lorsque cela compte. C'est pourquoi cette pratique est si urgente. Chaque choix facile t'affaiblit. Chaque choix difficile te renforce. Il n'y a pas de terrain neutre. Tu dois également apprendre à te préparer pour ces décisions. Une façon est de définir des règles précises. Par exemple, si tu décides de te réveiller à 6 heures, ne négocie pas à 6 heures du matin. Décide une fois et tiens-toi à cette décision. Si tu décides de faire de l'exercice 4 fois par semaine, ne te demande pas si tu en as envie le jour de l'entraînement. La décision est déjà prise. Cela élimine la négociation de ton esprit. Lorsque tu connais la règle, tu la suis peu importe comment tu te sens dans le moment. C'est la discipline. Une autre stratégie est de suivre tes choix difficiles. Écris-les. À la fin de la journée, demande-toi, où ai-je pris le chemin le plus difficile aujourd'hui ? Voir ton progrès par écrit renforce ton identité. Tu commences à te reconnaître comme quelqu'un qui ne se satisfait pas du confort, et cette reconnaissance construit la fierté. La fierté n'est pas l'arrogance, c'est la confiance silencieuse que tu peux compter sur toi-même. Il y a aussi un bénéfice psychologique plus profond. Chaque fois que tu prends le choix le plus difficile, tu réduis le pouvoir de la peur. La peur prospère dans le confort. Lorsque tu évites la difficulté, la peur grandit. Lorsque tu fais face à la difficulté, la peur rétrécit. Et plus tu pratiques, moins les choses difficiles deviennent intimidantes. Tu commences à les regarder différemment. Au lieu de penser que c'est impossible, tu penses que c'est une nouvelle chance de grandir. Ce changement de perspective transforme tout. Tu dois également comprendre que la discipline est contagieuse dans ta propre vie. Si tu prends le choix le plus difficile dans un domaine, tu es plus susceptible de le prendre dans un autre. Pousse-toi dans ta santé, et tu trouveras plus aisé de te pousser dans ta carrière. Choisis le chemin le plus difficile dans ton travail, et tu trouveras plus facile d'affronter les défis dans les relations. La discipline se construit à travers les domaines. C'est pourquoi un changement comme te réveiller à l'heure ou t'engager à un entraînement cohérent peut transformer ta confiance dans tous les autres aspects de la vie. À l'inverse, si tu refuses de construire la discipline, tu portes le regret. Le regret est lourd. Il grandit chaque fois que tu sais que tu aurais pu prendre le choix le plus difficile, mais que tu ne l'as pas fait. Et le regret te suit. Il te murmure lorsque tu essaies de dormir. Il te pèse lorsque tu essaies d'avancer. La seule façon de faire taire le regret est par l'action, pas les promesses, pas les intentions, l'action. Choisir la route la plus difficile aujourd'hui. Alors voici la vérité. La discipline ne viendra jamais par accident. Tu dois la créer. Tu la crées en te tenant au carrefour du confort et de la difficulté et en marchant fermement dans la difficulté. Tu le fais lorsque tu veux fuir, mais qu'à la place tu fais face. Tu le fais lorsque tu veux abandonner, mais qu'à la place tu pousses. Tu le fais lorsque tu veux du soulagement, mais qu'à la place tu choisis la croissance. C'est ainsi que les personnes solides sont construites. C'est ainsi que le caractère est forgé.
Chaque journée te donne des dizaines d'opportunités de pratiquer. Tu n'as pas besoin d'attendre un grand défi. C'est dans les petits, les moments ordinaires. Sortir du lit, terminer le travail, tenir une promesse, suivre jusqu'au bout. Chacun de ceux-ci est une chance de prendre le choix le plus difficile. Si tu peux maîtriser ces moments, les défis plus importants de la vie ne te briseront pas. Et la récompense est immense. Lorsque tu construis la discipline, tu crées la liberté. Liberté du regret, liberté de la faiblesse, liberté du potentiel gaspillé. Tu te réveilles en sachant que tu peux te faire confiance pour faire ce qui doit être fait. C'est le type de confiance le plus profond. Pas la confiance superficielle de l'apparence, mais la confiance profonde de l'intégrité. Chapitre 4. Prends le contrôle de ton esprit lorsqu'il cherche l'échappatoire. Ton esprit a une façon habile d'essayer de s'échapper. Lorsque la vie exige de l'effort, au moment où la pression se présente, au moment où l'inconfort monte, ton cerveau cherche la sortie la plus proche. Il murmure « Fais-le plus tard, prends une bonque, pause, trouve quelque chose de plus facile. » Il t'offre la distraction, le divertissement ou le confort pour éviter ce qui compte le plus. Si tu ne prends pas le contrôle dans ces moments, ton esprit t'éloignera du progrès et te poussera vers le regret. C'est pourquoi apprendre à maîtriser tes pensées lorsqu'elles cherchent l'échappatoire est l'une des compétences les plus précieuses que tu puisses développer. Chaque personne fait face à ce défi. Tu t'assieds pour travailler et, soudainement, l'envie de vérifier ton téléphone devient irrésistible. Tu prévois de faire de l'exercice et, soudainement, ton corps te convainc que le repos est plus important. Tu promets d'achever une tâche, mais ton esprit trouve sans excuse pour s'éloigner. Ce n'est pas une faiblesse qui t'est unique, c'est la psychologie humaine. Le cerveau est conçu pour éviter l'inconfort. Il cherchera n'importe quelle route qui élimine l'effort. Si tu le permets, il dirigera le spectacle. Mais lorsque tu prends le contrôle, tu commences à recabler comment ton esprit répond, tu passes d'être un serviteur à être le maître. La première étape est la conscience. Tu ne peux pas contrôler ce que tu ne vois pas. Fais très attention à lorsque ton esprit essaie de s'échapper. Remarque les schémas. Cela arrive généralement lorsque quelque chose semble difficile, lorsque le résultat est incertain ou lorsque l'ennui s'installe. Tu reconnaîtras l'envie de te lever, de procrastiner, de retarder. Attrape ce moment, ne le laisse pas passer inaperçu. C'est la porte vers le changement. Une fois que tu le vois, tu peux décider. Sans conscience, tu agis en pilote automatique. Avec conscience, tu récupères le choix. La deuxième étape est l'interruption. Lorsque tu sens l'attraction pour t'échapper, arrête-toi un instant. Ne te précipite pas dans la distraction. Respire. Dis-toi, je vois ce qui se passe. Cette pause est puissante. Elle brise le cycle automatique. Au lieu de laisser ton cerveau te traîner dans l'évitement, tu crées un espace où la discipline peut intervenir. Même 2 ou 3 secondes de conscience peuvent changer tout le résultat. La troisième étape est la redirection. Ton esprit veut quitter la tâche parce qu'elle semble inconfortable. Mais au lieu de céder, oriente-toi de nouveau vers ce à quoi tu t'es engagé. Dis-toi, je vais continuer pendant 5 minutes de plus. Souvent, la résistance s'affaiblit une fois que tu te réengages. C'est parce que la partie la plus difficile n'est pas le travail lui-même, mais surmonter l'impulsion de s'échapper. En te réengageant, tu entraînes ton cerveau que l'échappatoire n'est pas la réponse. Tu construis la dureté mentale en te maintenant dans l'inconfort jusqu'à ce qu'il perde son emprise. Tu dois également comprendre le coût de l'échappatoire. Chaque fois que tu cèdes, tu renforces la faiblesse. Tu entraînes ton esprit à croire qu'abandonner est acceptable, et cette croyance se répercute sur tout ce que tu fais. Les petites échappatoires se transforment en grandes. Éviter une conversation se transforme en éviter la responsabilité. Sauter un entraînement se transforme en abandonner ta santé. Ignorer une tâche se transforme en années de potentiel gaspillé. Tu ne perds pas juste du temps, tu perds la confiance en toi-même. C'est pourquoi il est si important de briser l'habitude tôt.
dans les petites décisions quotidiennes où l'échappatoire semble inoffensive. Le contrôle vient de la répétition. Chaque fois que tu résistes à l'envie de t'échapper, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu restes avec la chose difficile au lieu de courir, tu graves un nouveau schéma dans ton cerveau. Au départ, cela semble contre nature. L'attraction pour s'échapper est forte, mais avec le temps, cela devient ta nouvelle normale. Tu deviens le genre de personne qui ne fuit pas au premier signe d'inconfort. Tu deviens stable, ancré, fiable. Et cette stabilité est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui n'atteignent jamais leur potentiel. Plaçons cela dans des exemples concrets. Imagine que tu t'assieds pour étudier et que ton esprit dit « vérifie tes messages ». Au lieu de céder, tu dis « je vais travailler pendant 10 minutes de plus d'abord ». Tu retournes à la concentration et après ces minutes, tu as bâti de l'élan. Imagine que tu t'engages à faire de l'exercice et qu'à mi-chemin, ton esprit dit « arrête maintenant, tu en as fait assez ». Au lieu d'écouter, tu dis « je vais terminer le plan que j'ai fixé ». Tu pousses à travers et lorsque tu as fini, tu te sens plus fort, pas plus faible. Imagine que tu es dans une conversation qui semble tendue et que ton esprit dit « change de sujet, évite l'inconfort ». Au lieu de t'échapper, tu restes et tu termines la vérité que tu devais dire. Chacun de ces moments entraîne ton esprit à respecter tes décisions, pas ses impulsions. Il est également fondamental de concevoir ton environnement. Le contrôle est plus aisé lorsque tu enlèves la sortie facile. Si ton téléphone est toujours à portée, la distraction te tentera constamment. Mets-le dans une autre pièce lorsque tu travailles. Si la nourriture malsaine est toujours disponible, ton esprit s'échappera vers elle chaque fois que la discipline semble fatigante. Retire-la de ton espace. Si tu es constamment entouré de personnes qui évitent la responsabilité, ton esprit adoptera leurs habitudes. Choisis un environnement qui soutient ta croissance, pas ton échappatoire. Le contrôle n'est pas seulement interne, il est externe aussi. Une autre pratique est de te rappeler de ta raison. Lorsque ton esprit cherche l'échappatoire, il oublie pourquoi tu as commencé. Ramène ton objectif au centre. Demande-toi pourquoi cela compte-t-il. Si tu travailles sur ta santé, rappelle-toi de l'énergie et de la force que tu veux. Si tu travailles sur ta carrière, rappelle-toi de la liberté, de la stabilité que tu construis. Si tu travailles sur toi-même, rappelle-toi de la fierté que tu ressentiras lorsque tu iras jusqu'au bout. Une raison claire renforce ta résolution. Sans elle, l'échappatoire gagne aisément. L'un des outils les plus puissants que tu possèdes est la responsabilité. Lorsque ton esprit cherche l'échappatoire, il prospère dans le secret. Il murmure que personne ne remarquera si tu abandonnes. Mais si tu as quelqu'un avec qui tu vérifies, que ce soit un mentor, un ami ou même toi-même à travers un journal, tu brises ce secret. Tu rends ton engagement visible et la visibilité crée une pression pour suivre. Cela ne signifie pas dépendre des autres pour la motivation. Cela signifie utiliser la responsabilité comme un outil pour renforcer l'action dans le moment. Tu dois également apprendre à accueillir l'inconfort comme partie intégrante de la croissance. Ton esprit s'échappe parce qu'il croit que l'inconfort est une menace. Mais l'inconfort n'est pas une menace. C'est un signal que tu te développes. Lorsque tu restes avec lui, tu deviens plus fort. Lorsque tu le fuis, tu restes le même. Entraîne-toi à accueillir l'inconfort. Dis-toi, c'est le prix du progrès. Lorsque tu changes ta relation avec l'inconfort, l'échappatoire perd son pouvoir. Avec le temps, tu remarqueras quelque chose de remarquable. Les mêmes situations qui déclenchaient autrefois l'échappatoire ne te dérangeront plus. Ce qui semblait impossible semblera ordinaire. Tu étudieras sans avoir besoin de pauses constantes. Tu feras de l'exercice sans négocier avec toi-même. Tu travailleras à travers les défis sans chercher la distraction. C'est la récompense de la discipline. Liberté de l'envie permanente de fuir. Mais souviens-toi, il ne s'agit pas de perfection. Tu glisseras, tu céderas parfois. La clé n'est pas de laisser ces moments te définir. Reconnais-les, apprends d'eux et reviens rapidement à la discipline. Chaque fois que tu récupères, tu te prouves que tu peux reprendre le bon chemin.
Le contrôle ne concerne pas ne jamais tomber. Il s'agit de se relever plus rapidement chaque fois que tu le fais. Il y a une autre couche à cela, le contrôle émotionnel. Souvent, l'esprit cherche l'échappatoire, non pas à cause de la tâche, mais à cause des émotions qui y sont attachées. La peur, le doute, l'insécurité, ce sont des déclencheurs puissants. Lorsque tu les ressens, ton esprit t'offre l'échappatoire pour éviter la douleur. La clé est de faire face à l'émotion au lieu de la fuir. Si tu as peur, admets-le et agis quand même. Si tu doutes de toi, reconnais-le et avance quand même. Si tu te sens incertain, rappelle-toi que la croissance semble toujours incertaine. Lorsque tu fais face à tes émotions, tu affaiblis leur emprise. Lorsque tu t'échappes, tu les nourris. Pense à la vision à long terme de ta vie. Veux-tu regarder en arrière et voir un schéma d'échappatoire ou un registre de contrôle? La différence façonnera ton destin. Ceux qui permettent à l'échappatoire de les gouverner n'atteignent jamais leur potentiel. Ceux qui maîtrisent leur esprit créent des vies de force, de discipline et d'accomplissement. Chaque jour où tu pratiques le contrôle, tu investis dans cet avenir. Chaque fois que tu résistes à l'échappatoire, tu te rapproches de la personne que tu veux être. Alors voici le défi pour toi aujourd'hui. Fais attention à ton esprit. Regarde comment il essaie de s'échapper. Ne te juge pas. Remarque simplement, puis interromps-le. Redirige-toi vers la tâche. Tiens bon jusqu'à ce que l'impulsion passe. Fais-le une fois, puis encore, puis encore. Fais-en ta pratique quotidienne. Avec le temps, tu découvriras un pouvoir que tu ne savais pas avoir. Le pouvoir de commander ton propre esprit. Et lorsque tu peux commander ton esprit, tu peux commander ta vie. Tu ne seras plus victime de la distraction, de la peur ou de l'évitement. Tu seras en charge, tu seras libre. Et cette liberté ne vient pas de la fuite, mais de rester, de terminer, de faire face à ce qui compte lorsque ton esprit cherche la porte. C'est le vrai contrôle, c'est la fondation de la discipline. C'est le chemin vers la vie que tu veux. Chapitre 5. Entraîne ton cerveau à rester stable sous le vrai stress. Le stress fait partie de la vie que personne ne peut fuir. Il apparaît dans les délais, la pression financière, les conflits, l'incertitude et les événements inattendus. Certaines personnes s'effondrent sous lui, tandis que d'autres semblent le gérer avec calme et force. La différence n'est pas la chance, ce n'est pas qu'une personne a moins de problèmes. La différence est l'entraînement. Ton cerveau peut être conditionné pour rester stable sous le stress au lieu de s'effondrer. Tout comme les muscles deviennent plus forts sous la résistance, ton esprit peut devenir plus stable sous la pression si tu l'entraînes délibérément. Sans cet entraînement, le stress te contrôle. Avec lui, tu te contrôles toi-même. La première vérité à accepter est que le stress lui-même n'est pas le véritable ennemi. Le stress existera toujours. La vie est pleine d'exigences et de défis. Ce qui fragilise les gens n'est pas le stress lui-même, mais l'incapacité à le gérer. Une personne fait face à une charge de travail lourde et l'utilise pour devenir plus aiguisée et plus productive. Une autre fait face à la même charge de travail et s'effondre dans la frustration et l'épuisement. La différence n'est pas la charge de travail, mais la réponse. Tu ne peux pas retirer le stress de ta vie, mais tu peux apprendre à répondre avec stabilité. C'est là que réside le pouvoir. Lorsque le stress frappe, la réaction naturelle est la panique ou l'évitement. Le cerveau interprète la pression comme une menace et veut fuir. Ton cœur s'emballe, tes pensées se dispersent et tes émotions montent. Si tu agis sur cette première réaction, tu perds le contrôle. Tu prends de mauvaises décisions, tu retardes l'action. La compétence dont tu as besoin est de faire une pause, de reconnaître le stress et de rester assez stable pour penser clairement. Cette pause est une forme de pouvoir. Elle t'empêche de réagir aveuglément et te permet d'agir avec stratégie. L'une des meilleures façons de construire cette stabilité est l'exposition. Tu dois délibérément te placer dans des situations qui t'étirent. Si tu évites toute forme de pression, tu ne construis jamais la résilience nécessaire pour de plus grands défis. Les petits stress te préparent pour les plus grands. Par exemple,
Si tu pratiques achever des tâches dans les délais, même lorsque cela semble inconfortable, tu t'entraînes à rester concentré lorsque les délais sont sérieux. Si tu confrontes tes petits conflits au lieu de les éviter, tu te prépares pour des conversations plus intenses plus tard. La tolérance au stress fonctionne comme le conditionnement. Plus tu t'y exposes en quantité gérable, plus tu deviens capable. Une autre pratique est de contrôler ta respiration. Cela peut sembler simple, mais c'est puissant. Sous le stress, ton corps réagit en premier. Ta respiration devient superficielle. Ton cœur bat vite et tes muscles se crispent. Cette réaction physique alimente la panique. Si tu l'interromps en ralentissant ta respiration, tu envoies un message à ton cerveau que tu es en sécurité. Tu calmes ton système nerveux et tu te donnes de l'espace pour penser. Quelques respirations stables peuvent transformer comment tu gères un moment stressant. Il ne s'agit pas d'ignorer le problème. Il s'agit de calmer le corps pour que l'esprit puisse fonctionner. Le recadrage mental est un autre outil essentiel. Le stress semble souvent insupportable à cause de la façon dont tu l'interprètes. Si tu vois le stress comme une preuve que tu échoues, il devient plus lourd. Si tu le vois comme une preuve que tu es testé et renforcé, il devient gérable. La perspective modifie le poids du stress. Rappelle-toi que la pression signifie que tu es vivant, que tu grandis, qu'on te fait confiance avec la responsabilité. Il ne s'agit pas de prétendre que les choses sont faciles. Il s'agit de choisir une interprétation qui te donne de la force au lieu de la faiblesse. La structure aide également l'esprit à rester stable. Le stress semble accablant lorsqu'il est vague. Une pile de responsabilités semble plus lourde qu'une liste précise de tâches. Lorsque tu écris les choses, que tu les divises en étapes et que tu crées un ordre, ton cerveau se calme. Le chaos devient structure. Tu ne te sens plus attaqué de toutes tes directions. Tu vois ce qui doit être fait en premier, en deuxième et en troisième. Cette clarté n'efface pas le stress, mais elle le rend gérable. Tu te prouves que tu n'es pas impuissant. Tu as un plan. Une autre méthode d'entraînement est de pratiquer la concentration au milieu de l'inconfort. Lorsque le stress monte, ton attention veut se disperser. Elle saute de pensée en pensée, de problème en problème. Si tu le permets, tu gaspilles de l'énergie dans l'inquiétude au lieu de l'action. Pour entraîner la stabilité, tu dois te forcer à te concentrer sur ce qui peut être fait maintenant. Demande-toi quelle est la prochaine étape utile et consacre toute ton énergie à cela. Ignore le bruit, ignore la tentation de tout gérer en même temps et discipline ton esprit à rétrécir son attention. Cette seule habitude peut prévenir l'effondrement sous la pression. Il est également essentiel de prendre soin de ton corps. Le stress frappe plus fort lorsque tu es physiquement affaibli. Si tu es constamment fatigué, mal nourri ou inactif, ta capacité à rester stable diminue. Entraîner ton cerveau à gérer le stress n'est pas seulement mental, c'est physique. L'exercice t'apprend comment endurer l'inconfort. Un sommeil approprié offre à ton cerveau la récupération dont il a besoin. La nutrition stabilise ton énergie. Ces habitudes n'éliminent pas le stress, mais elles augmentent ton seuil pour le gérer. Un corps fort soutient un esprit stable. Tu devrais également te préparer mentalement au stress avant qu'il n'arrive. Trop de personnes sont surprises lorsque la pression apparaît. Elles s'attendent à ce que la vie soit facile, et lorsque ce n'est pas le cas, elles paniquent. Au lieu de cela, anticipe le stress. Attends-toi aux revers, aux retards et aux défis. Si tu les vois comme des parties normales de la vie, tu ne seras pas ébranlé lorsqu'ils arrivent. La préparation réduit la panique. Tu ne demandes pas « pourquoi moi ?» Au lieu de cela, tu dis « je savais que cela arriverait et je sais comment le gérer ». Cette préparation est ce qui te garde stable. Un autre aspect clé est le détachement. Le stress semble insupportable lorsque tu en es consumé. Si tu lis toute ton identité, seul résultat, chaque obstacle semble être une question de vie ou de mort. Pour rester stable, tu dois prendre du recul. Rappelle-toi que le stress est temporaire, qu'un échec ne te définit pas, que tu es plus grand que la pression actuelle.
Le détachement te donne de la perspective. Il te permet de voir le stress comme un événement parmi tant d'autres, pas la fin du monde. Cela réduit l'intensité émotionnelle et permet une réflexion plus claire. Apprends à utiliser le stress comme retour d'information au lieu de le voir uniquement comme un fardeau. Le stress pointe souvent vers des domaines où la croissance est nécessaire. Si une certaine situation te submerge, c'est un signal que c'est le domaine à renforcer. Si parler en public te stresse, pratique-le davantage. Si les délais te stressent, discipline ta gestion du temps. Si la responsabilité te stresse, prends-en graduellement davantage. Chaque facteur de stress est un enseignant qui te montre où t'entraîner. Au lieu de l'éviter, penche-toi vers lui comme une opportunité de grandir. Il est également crucial de garder une vision à long terme. Le stress semble pire lorsque tu ne vois que le moment présent. Si tu prends du recul et regardes l'ensemble, le poids rétrécit souvent. Demande-toi, est-ce que cela comptera dans un an? Est-ce que ce défi me brisera ou passera-t-il comme les autres que j'ai déjà surmontés? La plupart du temps, les choses qui semblent insupportables dans le moment s'estompent rapidement. S'accrocher à la perspective t'empêche d'exagérer l'importance de la pression temporaire. Enfin, pratique la gratitude, même sous le stress. Le stress concentre ton attention sur ce qui ne va pas. La gratitude déplace ton attention sur ce qui va encore bien. Peu importe à quel point la vie semble lourde, il y a toujours des choses à apprécier. Ta santé, tes opportunités, tes relations, ta capacité à apprendre. La gratitude n'efface pas le stress, mais elle l'équilibre. Elle t'empêche de te noyer dans la négativité et t'aide à rester stable. Entraîner ton cerveau à rester stable sous le stress n'est pas un événement unique. C'est une pratique quotidienne. C'est choisir de respirer au lieu de paniquer, de te concentrer au lieu de te disperser, d'agir au lieu de geler. C'est te placer dans des situations qui t'étirent, prendre soin de ton corps et recadrer ta perspective. Chaque fois que tu pratiques, tu construis la résilience. Chaque fois que tu fais face au stress avec stabilité, tu te prouves que tu peux gérer davantage que tu ne le pensais. Avec le temps, cet entraînement te transforme. Tu cesses de redouter le stress parce que tu sais que tu peux le gérer. Tu cesses de fuir la pression parce que tu sais qu'elle te rend plus fort. C'est ainsi que les leaders sont construits. C'est ainsi que la confiance est gagnée. Pas en évitant le stress, mais en entraînant le cerveau à rester stable à l'intérieur de lui. Merci d'écouter ce résumé sur Succès Livre Audio. La suite t'attend dans la prochaine partie. Avec un esprit entraîné à rester stable sous le stress, tu as forgé une résilience mentale remarquable. Mais cette force intérieure doit maintenant être mise au service de l'action concrète. Car avoir un esprit stable ne suffit pas si tu ne l'utilises pas pour accomplir ce qui compte vraiment. Il est temps de passer de la stabilité mentale à l'exécution implacable, en commençant par éliminer le schéma le plus destructeur, le report constant des tâches importantes. Chapitre 6. Force-toi à terminer les tâches que tu évites chaque jour. Si tu veux vraiment transformer ta vie, tu dois apprendre à te forcer à terminer les tâches que tu continues d'éviter. Pense-y un instant. Chacun de nous a ces choses que nous remettons à plus tard. Elles restent sur notre bureau, dans notre esprit, ou sur notre liste de choses à faire et nous continuons à les déplacer à demain. L'appel difficile, la conversation inconfortable, le projet que nous savons devoir commencer, l'exercice que nous nous sommes promis, ou même ce livre que nous avons dit vouloir terminer. Ce sont les tâches qui nous drainent davantage en les évitant qu'en les faisant réellement. Et voilà la vérité sur la psychologie humaine. Éviter ce que tu sais devoir faire construit le stress, la culpabilité et la frustration. Cela vole ta confiance. Lorsque tu évites une tâche, tu apprends à ton esprit que le retard est une option. Tu entraînes ton cerveau à croire que les excuses sont plus importantes que le progrès. Et chaque fois que tu cèdes au report, tu affaiblis ton propre respect de toi. C'est le vrai coût de l'évitement. Pas le travail non fait, mais le message qu'il envoie à ton propre esprit. Tu ne peux pas te faire confiance. C'est pourquoi les personnes qui réussissent vivent différemment.
Elles construisent l'habitude de faire face aux choses difficiles de front. Elles terminent ce qu'elles évitent. Et une fois que tu commences à faire cela, transforme toute ta direction de ta vie. Alors comment fais-tu? Premièrement, tu dois comprendre que tes sentiments ne te soutiendront pas toujours. Tu n'auras pas envie de passer cet appel. Tu n'auras pas envie de faire de l'exercice lorsque tu es fatigué. Tu n'auras pas envie de travailler sur ce projet lorsque la télévision ou le téléphone t'offrent quelque chose de plus facile. Si tu attends le sentiment, tu attendras indéfiniment. Ce qui sépare les personnes qui grandissent de celles qui restent coincées est ceci. Elles agissent malgré leurs sentiments. Elles ne négocient pas avec elles-mêmes. Elles n'attendent pas que l'humeur soit favorable. Elles décident et ensuite elles font. Te forcer à terminer les tâches que tu évites commence par la conscience. Tu dois être honnête avec toi-même sur ce que tu continues de repousser. Qu'est-ce que tu portes depuis des semaines, des mois, peut-être même des années? Écris-le. Sois précis. Ne te cache pas de cela. Ton progrès commence en y faisant face directement. Si tu ne peux pas être honnête avec toi-même sur ce que tu évites, tu ne construiras jamais la discipline pour le terminer. La deuxième étape est de briser le pouvoir de cette tâche en passant à l'action. Pas demain, pas plus tard, mais aujourd'hui. Choisis une chose que tu as évitée et complète-la entièrement. Elle peut être modeste, elle peut être grande, mais termine-la. Sens le poids se lever de tes épaules. Remarque comment ton énergie se transforme. Ce sentiment de libération est la preuve que l'action construit la confiance. Tu as probablement vécu cette expérience avant. Le moment où tu as finalement fait la chose que tu continuais de remettre, tu t'es senti libre. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la psychologie. L'action met fin à l'anxiété, l'évitement la multiplie. La troisième étape est de faire de ceci ta règle. Ne porte jamais la même tâche évitée dans 2 mains. Si tu te vois déplacer quelque chose de la liste d'aujourd'hui à celle de demain, c'est la tâche que tu dois terminer en premier. Entraîne ton cerveau avec cette discipline. Avec le temps, cela devient automatique. L'esprit apprend que tu n'es pas le type de personne qui porte des tâches inachevées. Tu deviens quelqu'un qui ferme les boucles, quelqu'un qui va jusqu'au bout. C'est ainsi que le respect de toi grandit. Maintenant, pense à comment cela s'applique dans la vie réelle. Imagine que tu as repoussé cet email difficile. Chaque jour, tu l'évites. Il persiste dans ton esprit. Tu le vois sur ta liste et tu ressens ce petit poids qui pèse sur toi. Il te distrait de tout le reste. Tu te sens même coupable lorsque tu essaies de te détendre. Mais au moment où tu t'assieds, que tu le rédiges et que tu l'envoies, la pression disparaît. C'est la leçon. Tu n'étais pas fatigué du travail. Tu étais fatigué de l'évitement. Tu étais fatigué de porter le poids et la seule façon de le déposer était de le terminer. C'est ainsi que tu forces ton esprit à faire des choses difficiles. Tu lui donnes des preuves. Chaque fois que tu achèves quelque chose que tu avais évité, tu montres à ton cerveau que tu es plus fort que tes excuses. C'est ainsi que la confiance se construit. La confiance ne se bâtit pas à partir de tâches faciles ou de victoires rapides. Elle se construit en te prouvant que tu peux gérer les choses que tu veux le moins affronter. Mais comprends ceci. Il ne s'agit pas seulement de productivité, il s'agit de ton identité. Chaque fois que tu termines une tâche que tu avais évitée, tu remodèles qui tu es. Tu te dis « Je fais des choses difficiles, je termine ce que je commence ». Et lorsque ton identité change, ta vie change. La discipline ne concerne pas les règles, elle concerne l'histoire que tu te racontes. Si tu te vois comme quelqu'un qui évite les choses difficiles, tu agiras comme tel. Mais si tu te forces à les terminer, tu construis une nouvelle histoire, une où tu te fais confiance pour gérer ce dont les autres s'éloignent. Voici une autre clé. N'attends pas de grandes percées, commence modestement. Si tu ne peux pas terminer les choses difficiles dans ton assiette, commence par une. Fais ton lit, paie cette facture, dégage ce désordre, appelle cette personne, écris cette page, fais quelque chose que tu as remis à plus tard. Ces petites victoires créent de l'élan. Elles construisent la preuve que tu prends en charge. L'élan est ce qui alimente la discipline. Une tâche accomplie te donne l'énergie pour en compléter une autre.
Et avant que tu ne le saches, tu as transformé l'évitement en action. Souviens-toi, terminer les tâches que tu évites ne libère pas seulement ton temps, cela libère ton esprit. Pense à quel point c'est lourd de porter la culpabilité et les affaires inachevées. Cela vole ton focus, cela draine ton humeur, cela affecte même ton sommeil. Mais terminer ces tâches dégage l'espace mental. Cela te donne la paix, et la paix est ce qui te permet d'avancer avec force. Alors voici le défi. Choisis une tâche que tu as évitée. Ne pense pas seulement à elle. Fais-la aujourd'hui, sans exception. Puis demain, choisis-en une autre. Fais de ceci une pratique quotidienne. Si tu fais cela pendant 30 jours, tu ne seras pas la même personne. Tu seras plus fort, plus clair et plus confiant. Tu auras entraîné ton esprit à obéir à tes décisions au lieu de tes sentiments. C'est le chemin vers la maîtrise. Pas attendre l'inspiration, pas attendre le confort, mais prendre le contrôle de tes actions jour après jour. Lorsque tu construis cette discipline, tu peux te faire confiance pour aller jusqu'au bout. Et lorsque tu te fais confiance, il n'y a rien que tu ne puisses accomplir. Alors commence maintenant. Ne porte pas le poids d'aujourd'hui dans demain. Ne laisse pas un autre jour être volé par l'évitement. Force-toi à terminer ce dont tu as fui. C'est ainsi que tu grandis. C'est ainsi que tu deviens discipliné. Et c'est ainsi que tu prends le contrôle de ton avenir. Chapitre 7. Brise le cycle du report en agissant dans le moment. Le report est l'une des habitudes les plus dangereuses qu'une personne puisse porter parce qu'il semble inoffensif sur le moment. Tu te dis que tu le feras plus tard, tu le géreras demain. Tu commenceras lorsque le timing semblera juste. Au départ, cela ne semble pas être un grand problème. Tu te convaincs que repousser les choses ne comptera pas vraiment. Mais avec le temps, ce cycle de report te vole le progrès, crée la culpabilité et détruit l'élan. Chaque fois que tu reportes, tu rends la prochaine étape plus difficile. Tu entraînes ton cerveau à attendre dans l'hésitation. Et lorsque l'hésitation devient normale, tu finis par regarder ta vie passer sans avancer. Le remède est d'agir dans le moment. Pas demain, pas lorsque tu en as envie, pas lorsque les conditions sont parfaites. Maintenant. Ton cerveau possède une habitude intégrée d'éviter l'inconfort. Lorsqu'il fait face à l'effort, il cherche immédiatement une excuse pour reporter. C'est pourquoi tu te retrouves à dire « je le ferai plus tard », même pour les petites tâches comme passer un appel, répondre à un message ou achever un rapport. Mais voici la vérité. Plus tard arrive rarement. Demain ressemble exactement à aujourd'hui. Si tu n'agis pas maintenant, tu ne te sentiras pas magiquement plus motivé ou plus prêt plus tard. La seule façon de briser le cycle est de l'interrompre avec une action immédiate. Une fois que tu agis, même de manière modeste, tu affaiblis le pouvoir du report. Pense à combien de temps est gaspillé dans l'hésitation. Tu t'assieds avec la pensée de ce que tu dois faire, et plus tu restes assis, plus cela semble lourd. Ton esprit exagère la tâche. Il la construit en quelque chose d'accablant. C'est pourquoi l'action est si puissante. L'action coupe à travers le bruit. Au moment où tu commences, le poids commence à se lever. Le problème rétrécit parce que tu as cessé de penser à lui et que tu as commencé à le gérer. Agir dans le moment te donne de la clarté, tandis que reporter ne crée que du brouillard. Le changement le plus important est de comprendre que tu n'as pas besoin de te sentir prêt pour commencer. Attendre la bonne humeur est un piège. La préparation vient après que tu commences, pas avant. Une fois que tu fais un pas, ton cerveau s'ajuste, l'énergie monte, le focus s'aiguise. Tu as probablement vécu cela avant. Redouter une tâche, finalement commencer, puis réaliser que ce n'était pas presque aussi difficile que tu l'imaginais. C'est la psychologie de l'élan. Le mouvement crée la préparation. Rester dans le report ne fait qu'approfondir la résistance. Une façon concrète de te sortir du report est d'utiliser la règle de l'action immédiate. Lorsqu'une tâche apparaît et que tu sais qu'elle compte,
Agis sur elle dans une courte fenêtre. Passe l'appel, écris la première phrase, ouvre le fichier, fais le premier pas. Ne laisse pas l'espace entre la pensée et l'action s'élargir, parce que cet espace est là où le report grandit. Raccourcis d'écart. Apprends à ton cerveau que les décisions sont suivies par le mouvement. Plus tu pratiques cela, plus cela devient automatique. Une autre pratique puissante est de rétrécir la tâche. Beaucoup de personnes reportent parce qu'elles regardent l'ensemble du projet et se sentent submergées. Elles pensent aux heures que cela prendra, à l'énergie requise, aux défis à venir. Au lieu de s'attaquer à tout, engage-toi simplement à commencer. Si tu dois écrire, commence par un paragraphe. Si tu dois faire de l'exercice, commence par 10 minutes. Si tu dois nettoyer, commence par un tiroir. Agir dans le moment ne signifie pas tout terminer en une fois. Cela signifie commencer maintenant. Commencer la partie la plus difficile. Une fois que tu la traverses, le reste devient gérable. Il aide également de reconnaître le coût du report en termes émotionnels. Chaque fois que tu reportes, tu portes la culpabilité avec toi. Tu te sens mal à l'aise, distrait et agité. Même lorsque tu essaies de te détendre, la pensée de ce que tu as évité persiste dans ton esprit. Ce poids mental draine davantage d'énergie que la tâche elle-même. Agir dans le moment te libère de ce fardeau. Tu gagnes la paix de l'esprit parce que tu as fait ce que tu as dit que tu ferais. Cette paix vaut bien plus que le confort de reporter. Considère combien de vie est perdue en attendant. Les gens attendent le moment parfait pour commencer leur parcours de santé, les conditions idéales pour démarrer une entreprise, le moment parfait pour s'exprimer, le jour parfait pour changer les habitudes. Ce moment parfait n'arrive jamais. Ce qui se passe à la place, ce sont des années de report, des années d'excuses, des années d'opportunités qui glissent. Agir dans le moment peut ne pas sembler parfait, mais cela crée du progrès. Le progrès est désordonné, inconfortable et incertain, mais il est réel. Le report ne te donne rien, sauf le regret. Une autre compétence fondamentale est d'apprendre à séparer la pensée de l'action. Trop de temps est passé à analyser, planifier et considérer sans agir. La planification a de la valeur, mais trop réfléchir est simplement une autre forme de report. Lorsque tu te surprends à tourner en rond, rappelle-toi que la clarté vient de l'exécution. Tu n'as pas besoin de connaître chaque étape avant de commencer. Tu as juste besoin de connaître la première et de l'apprendre. Agir dans le moment révèle l'étape suivante. Attendre te garde simplement coincé. L'environnement joue également un rôle dans tout ceci. Si ton entourage est rempli de distractions, le report devient plus facile. Tu dois créer un environnement qui soutient l'action immédiate. Mets ton téléphone hors de portée lorsque tu dois travailler. Garde ton espace dégagé. Enlève les tentations qui nourrissent la procrastination. Moins il y a de friction entre toi et ta tâche, plus il est facile d'agir. Conçois ton environnement pour que l'action devienne naturelle et le report devienne l'inconvénient. La responsabilité aide également à briser le cycle. Lorsque tu gardes tes engagements privés, il est plus facile de reporter parce que personne d'autre ne le voit. Mais lorsque tu dis à quelqu'un ton plan ou que tu l'écris dans un endroit visible, la pression pour aller jusqu'au bout augmente. Tu as créé un standard en dehors de ton humeur. Cela ne signifie pas dépendre des autres pour la motivation. Cela signifie utiliser la responsabilité comme un outil pour renforcer l'action dans le moment. La raison plus profonde pour laquelle les gens reportent est souvent la peur. Peur de l'échec, peur du rejet, peur de l'inconfort. Le report est la façon l'esprit de te protéger de ce qu'il perçoit comme une menace. Mais éviter la peur ne fait que la rendre plus forte. Plus tu attends, plus elle semble effrayante. Le remède est l'exposition. Agir dans le moment te force à faire face à la peur directement. Chaque fois que tu le fais, la peur rétrécit. Ce qui semblait autrefois intimidant devient ordinaire. C'est ainsi que le courage se construit, pas en attendant de te sentir sans peur, mais en agissant pendant que la peur est encore présente. Pour construire cette habitude, tu dois redéfinir comment tu te vois. Arrête de t'appeler un procrastinateur. Arrête de t'identifier avec le report. Au lieu de cela, construis l'identité de quelqu'un qui agit rapidement.
Chaque fois que tu prends une action immédiate, renforce cette identité. Dis-toi, j'agis maintenant, je n'attends pas. Avec le temps, cela devient ton standard. Tu ne vois plus l'action immédiate comme inhabituelle. Cela devient qui tu es. Imagine la vie qui s'ouvre lorsque tu vis de cette façon. Les tâches ne sont plus portées jour après jour. Les opportunités sont saisies au lieu d'être manquées. Les objectifs avancent parce que l'action est cohérente. Ta confiance grandit parce que tu peux te faire confiance pour aller jusqu'au bout. Le stress diminue parce que tu ne vis plus sous le poids des affaires inachevées. Agir dans le moment ne change pas seulement ta productivité. Cela transforme comment tu te vois. Briser le cycle du report est l'un des changements les plus libérateurs que tu puisses opérer. Cela te donne l'élan, la clarté et la liberté. Cela te sort de l'hésitation et te met dans l'action. Et la vérité est que la seule différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui restent coincées est que celles qui réussissent agissent pendant que les autres attendent. Elles entendent les mêmes doutes, ressentent la même résistance, mais elles choisissent de bouger maintenant. Cette seule habitude sépare le progrès de la stagnation. Alors la prochaine fois que tu te surprends à dire « je le ferai plus tard », arrête-toi. Reconnais que c'est le début du cycle. Ne laisse pas le cycle se répéter. Agis dans le moment. Même un petit pas est suffisant pour briser le schéma. Envoie le message. Écris la première ligne. Prends la première action. Chaque fois que tu le fais, tu affaiblis le report et tu renforces ta discipline. Avec la répétition, agir dans le moment devient naturel et l'habitude de reporter s'estompe. Ta vie ne changera pas un jour. Elle change au moment où tu passes à l'action. Le moment où tu cesses d'attendre et que tu commences à faire. Le moment où tu décides que le report t'a assez pris et qu'il est temps de réclamer ton progrès maintenant. Ce choix est devant toi chaque jour. Brise le cycle. Agis dans le moment. C'est ainsi que tu reprends le contrôle de ton temps, de tes objectifs et de ton avenir. Chapitre 8. Fais le travail même lorsque tes sentiments luttent contre toi. Il y aura des jours où tes sentiments te crieront d'arrêter. Tu te réveilleras fatigué, peu motivé et découragé. Tes émotions te diront de remettre les choses à plus tard, de prendre les choses doucement, d'attendre un meilleur moment. Tu ressentiras de la résistance dans ta poitrine, dans ton corps et dans ton esprit. C'est à ce moment que le vrai test commence. N'importe qui peut agir lorsque son énergie est haute et son humeur positive. La vraie mesure de la discipline est de savoir si tu peux faire le travail lorsque chaque partie de toi argumente contre lui. C'est là que la croissance est forgée. Pas dans les moments faciles, mais dans ceux où tes sentiments luttent contre tes décisions. Les sentiments sont puissants, mais ils sont temporaires. Ils montent et descendent selon le sommeil, la nourriture, le stress et d'innombrables autres facteurs. Si tu permets à tes sentiments de décider pour toi, ta vie deviendra incohérente. Certains jours tu avanceras, d'autres jours tu stagneras, et avec le temps l'incohérence te coûtera des opportunités. Le chemin vers la stabilité est d'apprendre à séparer les décisions des émotions. Lorsque tu t'engages à faire le travail, peu importe comment tu te sens, tu deviens fiable. Tu ne vis plus à la merci de tes humeurs. Tu fixes le standard et tes actions le suivent. Le succès dans n'importe quel domaine, santé, affaires, relations, croissance personnelle, nécessite la cohérence. La cohérence ne peut pas exister si tu obéis à tes sentiments. Il y aura toujours des jours où tu n'as pas envie de te présenter. L'athlète qui gagne n'est pas celui qui s'entraîne seulement lorsqu'il est motivé. C'est celui qui s'entraîne lorsqu'il est fatigué, lorsqu'il a mal, lorsqu'il n'est pas motivé, parce qu'il sait que le travail doit être fait. Le professionnel qui prospère n'est pas celui qui performe seulement lorsqu'il est inspiré, celui qui livre chaque jour, même sous pression, même lorsque le doute murmure à son oreille. Ce principe s'applique à tous les domaines de la vie. Tu dois agir même lorsque tes émotions résistent. L'esprit joue des tours dans ces moments. Il exagère l'inconfort de l'effort. Il te dit que la tâche est plus difficile qu'elle ne l'est vraiment. Il te convainc que le retard la rendra plus facile plus tard.
mais le contraire est vrai. Plus tu attends, plus la tâche devient lourde. Plus tu hésites, plus tes émotions deviennent bruyantes. La façon de les faire taire n'est pas en écoutant, mais en agissant. L'action affaiblit la résistance. Une fois que tu commences, tes sentiments changent souvent. Tu trouves le focus, tu trouves le rythme, et tu découvres que le travail n'est pas aussi insupportable que tes émotions le suggéraient. Il est fondamental de comprendre que cela ne concerne pas ignorer complètement tes sentiments. Les sentiments portent de l'information, disent lorsque tu es fatigué, stressé ou submergé. Mais ils ne devraient pas être aux commandes. Tu peux les reconnaître sans leur obéir. Tu peux te sentir fatigué et travailler quand même. Tu peux te sentir anxieux et faire le pas quand même. Tu peux te sentir peu motivé et honorer ton engagement quand même. C'est la différence entre ceux qui restent coincés et ceux qui grandissent. Les personnes coincées attendent que les sentiments s'alignent avec l'action. Les personnes qui grandissent agissent d'abord et laissent les sentiments s'ajuster plus tard. En termes pratiques, cela signifie construire des systèmes qui enlèvent l'option d'abandonner. Par exemple, fixe une règle que tu commences à travailler à une certaine heure, peu importe comment tu te sens. Lorsque l'heure sonne, tu commences. Pas de négociation, pas de marchandage. Ou fixe une règle que tu fais de l'exercice un nombre déterminé de fois chaque semaine et tu vas jusqu'au bout, que tu sois motivé ou non. Ces systèmes ancrent ton comportement aux décisions, pas aux émotions. Ils créent la stabilité et la stabilité construit les résultats. Une autre clé est de rétrécir la décision. Lorsque tes sentiments résistent, le poids complet de la tâche peut sembler accablant. Au lieu de te concentrer sur l'ensemble du projet, concentre-toi sur le fait de commencer. Dis-toi que tu feras 5 minutes. Assieds-toi, ouvre le fichier, écris quelques lignes, passe un appel, fais le premier pas. Une fois que tu commences, l'élan te porte souvent plus loin. La partie la plus difficile n'est pas le travail lui-même, mais traverser le mur d'émotions au départ. En rendant le premier pas modeste et non négociable, tu contournes la tempête émotionnelle et tu te mets en action. Tu dois également développer une vision précise de pourquoi le travail compte. Lorsque les émotions montent, elles rétrécissent ta perspective. Elles te font te concentrer sur l'inconfort du moment. Pour contrer cela, lève les yeux vers l'ensemble. Rappelle-toi de la raison derrière ton effort. Travailles-tu pour construire la stabilité financière? T'entraînes-tu pour protéger ta santé? Étudies-tu pour créer un avenir meilleur? Ces raisons sont plus grandes que l'humeur du moment. Lorsque tu te connectes à elles, la résistance temporaire perd du pouvoir. Tu vois que la douleur de faire le travail est minuscule comparée à la douleur du regret. Chaque fois que tu fais le travail malgré tes sentiments, tu renforces ton caractère. Tu te prouves que tu n'es pas contrôlé par des émotions temporaires. Cela construit la confiance avec toi-même. La confiance en soi est l'un des plus grands atouts que tu puisses avoir. Lorsque tu te fais confiance, tu ne te demandes plus si tu iras jusqu'au bout. Tu sais que tu le feras parce que tu as bâti un historique d'action. Peu importe l'humeur, cette assurance te donne de la confiance et la confiance alimente le progrès. Considère l'alternative. Si tu agis seulement lorsque tu en as envie, tu vis dans un cycle de début et d'arrêt. Tu commences des projets mais ne les termines jamais. Tu fais des promesses mais les tiens rarement. Tu te sens coupable parce que tu sais ce qui doit être fait, mais tu laisses tes émotions gagner. Cette culpabilité érode ta confiance. Elle te fait douter de toi-même et le doute te ralentit davantage. C'est la spirale dans laquelle beaucoup de personnes vivent. La seule sortie est de briser le cycle en agissant contre tes sentiments et en te prouvant que tu peux gagner les petites batailles chaque jour. Il vaut également la peine de mentionner que tes sentiments changent souvent après que le travail est accompli. Pense à combien de fois tu n'avais pas envie de faire de l'exercice, mais après l'avoir fait, tu t'es senti fier, énergisé et fort. Pense à combien de fois tu redoutais une tâche, mais une fois qu'elle était terminée, tu as ressenti du soulagement et de l'accomplissement. Le travail lui-même crée des sentiments positifs. Si tu attends les sentiments avant d'agir, tu resteras immobilisé. Si tu agis d'abord, tu créeras les sentiments que tu voulais depuis le début. Une façon d'entraîner cela est de pratiquer la gratification retardée.
Lorsque tu sens l'attraction du confort, résiste jusqu'à ce que le travail soit terminé. Par exemple, ne regarde pas la télévision avant d'avoir complété tes tâches. Ne te détends pas avant que tes responsabilités ne soient achevées. Cela entraîne ton cerveau à connecter le plaisir avec la productivité, pas l'évitement. Avec le temps, il devient naturel de terminer le travail avant de chercher le confort. Une autre pratique est d'utiliser des signaux physiques pour ancrer l'action. Par exemple, si tu travailles à un bureau, mets en place un rituel précis qui signale qu'il est temps de commencer. Allumer une lampe, ouvrir ton carnet, régler un minuteur. Signaux contournent tes émotions et disent à ton cerveau qu'il est temps d'agir. De petites habitudes comme celle-ci peuvent te porter à travers des moments de résistance sans dépendre de la motivation. Tu devrais également faire attention au langage que tu utilises avec toi-même. Si tu dis constamment « je n'en ai pas envie », tu donnes du pouvoir à cette pensée. Remplace-la par « il est temps de le faire ». Des commandes simples et directes déplacent ton focus des sentiments vers les décisions. La façon dont tu te parles compte. Un langage fort et clair construit la discipline. Un langage faible et incertain nourrit l'évitement. Avec le temps, plus tu pratiques agir contre tes sentiments, plus cela devient naturel. Tu cesses d'attendre que le travail se sente bien avant de commencer. Tu acceptes que les sentiments sont peu fiables et tu construis ta vie autour de l'action à la place. Ce changement crée la liberté. Tu n'attends plus les humeurs pour te guider. Tu te guides toi-même. Tu deviens stable dans un monde où la plupart des personnes sont ballottées par chaque émotion passagère. C'est ainsi que les personnes atteignent la grandeur, pas en étant inspirées chaque jour, mais en se présentant chaque jour. Pas en se sentant fortes tout le temps, mais en agissant fort même lorsqu'elles se sentent faibles. Pas en chassant la motivation, mais en créant des résultats à travers la discipline. La différence est simple. La plupart des personnes sont contrôlées par les sentiments, mais celles qui réussissent se contrôlent elles-mêmes. Alors, le défi est clair. Lorsque tes sentiments luttent contre toi, n'attends pas qu'ils changent, agis malgré eux. Commence le travail, reste avec lui, termine-le. Remarque comment les sentiments se transforment après que tu as fait ce qui devait être fait. Collectionne ces victoires et laisse-les construire ta confiance en toi. Avec chaque action contre la résistance, tu construis une version plus forte et plus disciplinée de toi-même. Le futur que tu veux dépend de cette compétence. Les objectifs dont tu rêves n'attendront pas que tes émotions s'alignent. Ils exigent une action constante. Ils exigent la fiabilité. Ils exigent que tu travailles, même lorsque c'est difficile. Et la bonne nouvelle est que tu as déjà la capacité. C'est une décision, c'est un choix. Et plus souvent tu le fais, plus cela devient aisé. Fais le travail, même lorsque tes sentiments luttent contre lui. C'est ainsi que tu te distingues. C'est ainsi que tu construis la force. C'est ainsi que tu passes de souhaiter le changement à le créer. Merci d'écouter ce résumé sur Succès Livre Audio. La dernière partie t'attend pour conclure ce voyage extraordinaire. Il existe une vérité que peu de personnes sont prêtes à entendre. La plupart des individus ne manquent pas de talent. Ils ne manquent pas d'intelligence. Ils ne manquent pas d'opportunités. Ce qui leur manque, c'est la volonté de faire le travail difficile de manière répétée, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. C'est là que se joue véritablement le destin d'une personne. Pas dans les grands moments de gloire, pas dans les décisions spectaculaires, mais dans la somme de tous les petits choix silencieux que personne ne voit jamais. Pense à l'agriculteur qui plante des graines au printemps. Il ne voit pas la récolte immédiatement. Il travaille dans les champs sous la chaleur, sous la pluie, jour après jour, sans garantie visible que ses efforts porteront leurs fruits. Mais il continue parce qu'il comprend la loi fondamentale de la nature. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récolteras demain. Cette même loi s'applique à la discipline mentale. Chaque acte de discipline que tu poses aujourd'hui est une graine. Tu ne verras peut-être pas les résultats demain, ni la semaine prochaine. Mais si tu continues à semer, la récolte viendra inévitablement. Et elle sera abondante au-delà de ce que tu imagines. Le problème avec la plupart des gens est qu'ils abandonnent juste avant que la récolte arrive. Ils plantent pendant quelques jours, ne voient pas de résultats immédiats et concluent que ça ne fonctionne pas.
Ils abandonnent précisément au moment où la persévérance commençait à porter ses fruits. Ne fais pas cette erreur. Comprends que le développement de la discipline mentale est un processus qui demande du temps. Les premiers jours sont les plus difficiles. Les premières semaines exigent le plus de volonté consciente. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running. Mais avec chaque semaine qui passe, avec chaque mois de pratique régulière, l'effort devient progressivement plus naturel. Ce qui semblait insurmontable devient banal. Ce qui exigeait toute ton énergie mentale devient automatique. Un autre aspect souvent négligé dans le développement de la discipline est le rôle de l'environnement social. Tu es profondément influencé par les personnes qui t'entourent, bien plus que tu ne le réalises. Lorsque tu passes du temps avec des individus disciplinés, focalisés et ambitieux, leur énergie déteint sur toi. Tu te trouves naturellement à te lever plus tôt, à travailler plus dur, à remettre moins les choses à plus tard. À l'inverse, lorsque tu passes ton temps avec des personnes qui se plaignent constamment, qui évitent l'effort et qui cherchent toujours la facilité, leurs habitudes commencent à influencer les tiennes sans que tu t'en rendes compte. C'est pourquoi l'une des décisions les plus importantes que tu puisses prendre est de choisir consciemment ton cercle. Cherche des personnes qui ont déjà le niveau de discipline que tu aspires à développer. Observe comment elles parlent, comment elles planifient leur journée, comment elles gèrent les revers. Tu n'as même pas besoin de les fréquenter physiquement. Les livres, les podcasts, les documentaires sur des individus qui ont accompli des choses extraordinaires à travers la discipline peuvent servir de modèles puissants. Laisse leur exemple t'inspirer non pas à rêver, mais à agir. Il y a également quelque chose de crucial à comprendre sur la nature de l'identité et son rapport à la discipline. La plupart des gens essaient de changer leurs actions sans changer leur identité. Ils se disent « je dois être plus discipliné », alors qu'ils se perçoivent toujours comme quelqu'un de paresseux ou d'indiscipliné. Ce conflit interne est épuisant et il mène inévitablement à l'échec. La vraie transformation commence lorsque tu changes l'histoire que tu te racontes sur toi-même. Au lieu de dire « je dois faire de l'exercice », dis-toi « je suis quelqu'un qui prend soin de son corps ». Au lieu de dire « je dois arrêter de procrastiner », dis-toi « je suis quelqu'un qui agit immédiatement ». Cette subtile différence de langage a un impact énorme sur tes comportements automatiques. Chaque action que tu prends est un vote pour l'identité que tu veux incarner. Lorsque tu te lèves à l'heure fixée malgré la fatigue, tu votes pour l'identité d'une personne disciplinée.
Lorsque tu termines une tâche difficile que tu aurais normalement reportée, tu votes encore pour cette identité. Ces votes s'accumulent, et après suffisamment de votes cohérents, ton cerveau commence à accepter cette nouvelle identité comme la vérité. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui essaie d'être discipliné, tu te vois simplement comme une personne disciplinée. Et une fois que cette identité est ancrée, les comportements qui y correspondent deviennent naturels. Parlons maintenant de la gestion des jours difficiles. Parce qu'ils viendront, c'est inévitable. Il y aura des jours où tout semble aller contre toi, des jours où tu es malade, épuisé, découragé ou simplement écrasé par le poids des responsabilités. Ces jours-là, la discipline ne signifie pas se pousser à fond et performer au niveau maximal. La discipline sur les jours difficiles signifie simplement ne pas abandonner complètement. Elle signifie faire le minimum. Elle signifie maintenir le schéma, même si c'est une version réduite de ton effort habituel. Si tu t'es engagé à faire de l'exercice chaque jour et que tu es épuisé, fais 10 minutes au lieu d'1 heure. Si tu t'es engagé à écrire chaque jour et que tu n'as pas d'énergie, écris un seul paragraphe. L'objectif n'est pas la performance maximale chaque jour. L'objectif est de ne jamais briser complètement la chaîne. Parce que chaque jour où tu maintiens l'habitude, même minimalement, tu préserves l'identité et la dynamique que tu as construite. Et le lendemain, lorsque tu te sentiras mieux, il sera beaucoup plus facile de reprendre ton rythme normal que si tu avais tout abandonné. Il faut également parler de l'importance du repos intentionnel. La discipline ne signifie pas travailler sans jamais s'arrêter. Les personnes véritablement disciplinées comprennent que le repos est une partie essentielle de la performance. Elles planifient leur période de récupération avec autant de sérieux qu'elles planifient leur période d'effort. Elles savent que le corps et l'esprit ont besoin de se régénérer pour maintenir des niveaux élevés de performance sur le long terme. Ignorer ce besoin ne mène pas à plus de discipline, cela mène à l'épuisement et finalement à l'effondrement. Apprends à faire la distinction entre le repos intentionnel et la procrastination déguisée. Le repos intentionnel est planifié, délimité dans le temps et orienté vers la récupération. Tu décides consciemment de te reposer pendant 1 heure, puis tu reprends le travail. La procrastination déguisée, c'est lorsque tu te convaincs que tu as besoin de repos alors que tu évites simplement une tâche difficile. Apprendre à distinguer ces 2 états est une compétence en soi, et elle se développe avec la pratique et l'honnêteté envers soi-même. Un autre pilier souvent sous-estimé de la discipline durable est la clarté de vision. Plus ton objectif est clair et significatif pour toi, plus il sera facile de maintenir la discipline pour l'atteindre. Les personnes qui abandonnent rapidement ne manquent généralement pas de volonté. Elles manquent de clarté sur pourquoi elles font ce qu'elles font. Lorsque la raison est floue, la discipline s'évapore à la première difficulté. Mais lorsque la raison est profonde et personnelle, elle devient un carburant qui te pousse à travers les obstacles les plus redoutables. Prends le temps de définir clairement ce que tu veux et pourquoi tu le veux vraiment. Pas les réponses superficielles que tu donnerais à quelqu'un d'autre, mais les vraies réponses que tu te donnes lorsque tu es seul et honnête avec toi-même. Pourquoi veux-tu être plus discipliné ? Quelle vie veux-tu vivre ? Quelle personne veux-tu être ? Quelle différence veux-tu faire ? Plus ces réponses sont profondes et personnelles, plus elles seront efficaces pour te maintenir sur la voie lorsque les choses deviennent difficiles. Il est également précieux de comprendre le concept de la dette de discipline. Chaque fois que tu cèdes à une impulsion que tu aurais dû résister, tu accumules une dette. Pas une dette financière, mais une dette envers toi-même. Une dette de confiance, d'intégrité et de respect de soi. Cette dette s'accumule avec le temps et elle pèse lourd. Elle se manifeste sous forme de regrets, de doutes persistants, de sentiments de ne pas vivre à la hauteur de ton potentiel. La bonne nouvelle est que cette dette peut être remboursée. Chaque acte de discipline est un paiement sur cette dette. Et à mesure que tu la rembourses, tu te sens progressivement plus léger, plus libre et plus aligné avec qui tu es vraiment. La discipline a également un effet remarquable sur ta relation avec le temps. Les personnes indisciplinées ont souvent l'impression de manquer de temps. Elles se sentent constamment débordées, pressées, en retard. Paradoxalement, en devenant plus disciplinées,
Tu découvres que tu as davantage de temps. Non pas parce que les heures dans une journée ont augmenté, mais parce que tu en perds moins à l'hésitation, à la procrastination et au regret. Chaque heure que tu aurais normalement passée à remettre quelque chose à plus tard devient une heure productive. Multiplie cela par chaque jour de ta vie et tu comprends pourquoi les personnes disciplinées semblent accomplir tellement plus que les autres. Enfin, rappelle-toi que la discipline n'est pas une destination, mais un voyage. Tu n'atteindras jamais un point où tu seras parfaitement discipliné pour toujours, sans effort. Il y aura toujours des défis, des tentations nouvelles, des situations inédites qui mettront ta discipline à l'épreuve. C'est normal, c'est même souhaitable. Car chaque nouveau défi est une occasion de te renforcer davantage. Chaque nouvelle tentation surmontée ajoute une nouvelle couche de dureté à ton caractère. Chaque revers surmonté avec dignité te rend plus résilient. Aborde ce voyage non pas comme une épreuve que tu dois endurer, mais comme une aventure que tu choisis de vivre. Sois curieux de découvrir jusqu'où tu peux aller lorsque tu te donnes vraiment à ce processus. Célèbre chaque victoire, aussi modeste soit-elle. Tire des leçons de chaque échec sans te flageller inutilement. Et souviens-toi toujours que chaque jour est une nouvelle opportunité de dire oui à la personne que tu veux devenir. La vie que tu imagines pour toi, cette vie de force, de clarté, de confiance et d'accomplissement, n'est pas réservée à une élite mystérieuse née avec des dons extraordinaires. Elle est accessible à quiconque est prêt à faire le travail quotidien que la plupart des gens refusent de faire. Elle est accessible à toi, aujourd'hui, maintenant, avec les ressources dont tu disposes et les circonstances qui sont les tiennes. Tu es arrivé à la fin de ce voyage, mais la vérité c'est qu'un autre commence maintenant. Parce que tout ce que tu as découvert dans ces pages n'a de valeur que si tu choisis de le mettre en pratique. La connaissance sans action est un trésor enterré que personne ne peut utiliser. Et toi, tu mérites mieux que de laisser ce trésor dormir. Repense à l'endroit où tu étais au début de cet audiolivre. Peut-être portais-tu le poids de tâches inachevées, de promesses brisées, de jours gaspillés à attendre la motivation qui ne venait jamais. Peut-être avais-tu l'impression que la discipline était réservée à d'autres, à ceux qui semblaient naturellement forts, naturellement focalisés, naturellement capables. Mais tu sais maintenant que ce n'est pas la réalité. La discipline ne se reçoit pas en cadeau, elle se construit, brique après brique, choix après choix, jour après jour. Tu as appris que l'action est plus puissante que la motivation, que tenir de petites promesses construit une confiance indestructible, que choisir le chemin difficile forge un caractère que rien ne peut ébranler. Tu as compris que ton esprit cherchera toujours l'échappatoire et que ton rôle est de lui montrer, encore et encore, que c'est toi qui commandes. Tu as découvert que le stress n'est pas ton ennemi, que le report est une habitude que tu peux briser et que tes sentiments, aussi puissants qu'ils soient, ne sont pas tes maîtres. Ces vérités ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des outils concrets que tu peux utiliser dès aujourd'hui, dès cette heure, dès cette minute. La question n'est plus de savoir si tu es capable, tu l'es. La question est uniquement de savoir si tu vas choisir de commencer. Alors voici ce que je te demande. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, prends une décision. Une seule, concrète, précise, immédiate. Quelque chose que tu remettrais normalement à demain. Et fais-le maintenant. Pas parfaitement, pas complètement, si tu n'en as pas la capacité en ce moment. Mais fais un seul pas dans la bonne direction. Parce que ce pas est le plus important de tous. C'est lui qui dit à ton cerveau que cette fois, c'est différent, que tu as décidé, que tu es sérieux. Et demain, quand le réveil sonnera, rappelle-toi de ce moment. Rappelle-toi de la personne que tu as choisi de devenir. Puis lève-toi, pas parce que tu en as envie, mais parce que tu l'as décidé. C'est ainsi que les grandes vies se construisent, non pas dans un seul acte héroïque, mais dans la répétition silencieuse et courageuse des petits actes quotidiens que la plupart des gens refusent de faire. Tu n'es pas la plupart des gens. Tu es quelqu'un qui a choisi d'écouter, d'apprendre et maintenant d'agir. Et cela fait toute la différence. Merci d'avoir écouté ce résumé complet sur Succès Livre Audio. Si ce contenu t'a inspiré et apporté de la valeur, abonne-toi, partage et laisse un commentaire pour que d'autres puissent également grandir.
Abonne-toi et rejoins Succès Livre Audio. Des milliers de personnes transforment déjà leur vie. Ton parcours vers la réussite commence maintenant.